Il est 10h passé de quelques secondes ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Le bilan très lourd de la répression des manifestations à Madagascar. 22 morts. L'île de l'océan Indien connaît de très grands rassemblements depuis plusieurs jours. Un mouvement de colère sociale baptisé Gen Z sur le modèle des mouvements kényans au Népalais qui est né sur les réseaux sociaux. Le président Razuel, dont la rue réclame la démission, a dissous hier le gouvernement. On y reviendra dans le journal de 11h. Le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, accepté par Israël, salué par de nombreux pays arabes et musulmans et par les chancelleries européennes. Le Hamas n'y a pas encore répondu. Il prévoit l'arrêt des combats dans l'enclave, des échanges otages israéliens contre prisonniers palestiniens et une administration de transition pour Gaza sans le Hamas ni l'autorité palestinienne. Un plan présenté par Donald Trump au Hamas comme une proposition à prendre ou à laisser pour mettre fin à une guerre qui a fait plus de 70 000 morts. Un plan qui laisse une infinité de questions sans réponse ce matin sur l'avenir politique, sécuritaire de l'enclave, comme celui d'Israël, mais aussi sur le cas de la Cisjordanie. Un plan accompagné d'une myriade de superlatifs dans la bouche du président américain qui vient se confronter au réel. Et que dit-il ce réel ce matin? Question posée à mes trois invités, Éric Danon, Ofer Brandstein et Armin Arefi. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Éric Danon. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Ancien ambassadeur de France en Israël entre 2019 et 2023. Vous êtes aujourd'hui enseignant dans plusieurs instituts, notamment Sciences Po Lille. À vos côtés, Armin Arefi. Bonjour Armin. Bonjour. Grand reporter au magazine Le Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Et puis avec nous également Ofer Brandstein. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ofer, président et cofondateur du Forum international pour la paix. Vous rentrez tout juste de New York où vous y étiez la semaine dernière avec le président Macron à l'occasion de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Que peut-on faire après avoir proposé au monde le plus beau jour pour la civilisation et la paix éternelle au Moyen-Orient? C'était hier soir à la Maison-Blanche. C'est un grand jour, un jour magnifique, potentiellement l'un des plus grands jours de l'histoire de la civilisation. Les choses qui durent depuis des centaines, des milliers d'années, nous sommes très très proches, et même plus que très proches. Et je tiens à remercier Bibi pour son engagement et son travail. Et quelle sera la réponse du Hamas au plan de Donald Trump validé par Benyamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre à Gaza? Le groupe armé palestinien a désormais le projet entre les mains, disent les médiateurs qataris et égyptiens. S'il ne l'accepte pas, le Premier ministre israélien affirme, je cite, qu'il finira le travail à Gaza. Fin de citation. Il s'agit donc d'un plan en 20 points présenté hier à la Maison-Blanche qui prévoit entre autres choses la fin des combats à Gaza, la libération de tous les otages du 7 octobre en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Une gouvernance dont on va définir les contours ensemble de Gaza, évoque mais sans calendrier un retrait militaire israélien de l'enclave palestinienne. Avant d'entendre vos avis à tous les trois sur ce projet, on va le détailler en images avec Sophie Samaï. 3 heures d'entretien et une vingtaine de points proposés qui attendent désormais l'accord du Hamas pour entrevoir une fin au conflit. Pour y parvenir, le groupe va devoir accepter le retour des 45 otages israéliens restants, dont 25 sont déjà décédés. Une fois ces otages libérés, Israël relâchera alors 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité et 1700 Gazaouis faits prisonniers depuis les attaques du 7 octobre. Outre les échanges de personnes, le plan de Donald Trump prévoit aussi l'avenir territorial de la zone, à commencer par le retrait israélien de la bande de Gaza qui interviendrait en 3 temps, avec le maintien d'un périmètre de sécurité tant que la menace terroriste persistera. Côté politique, le plan évoque un gouvernement palestinien temporaire, technocratique et apolitique, supervisé par un organe international de transition présidé par Donald Trump lui-même, avant une reprise éventuelle du contrôle par l'autorité palestinienne, sous réserve de réformes abouties. Gaza sera également démilitarisé, le Hamas s'engagera à ne plus jouer aucun rôle et à déposer les armes contre une amnistie pour ses membres. Enfin, une force internationale soutenue par les pays arabes veillera, elle, à la sécurité de l'enclave.
Exit en revanche l'idée de vider le territoire de ses habitants. Donald Trump l'assure, personne ne sera contraint de quitter Gaza. Il laisse même la porte ouverte à un avenir dont les Gazaouis rêvent depuis longtemps, celui d'une voie vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien à une date encore non précisée. Voilà pour la théorie. Ce plan salué ce matin par l'autorité palestinienne, par nombre de pays arabes et musulmans et par nombre de chancelleries européennes, y compris ici en France, est-il, Éric Danon, réaliste et réalisable? Alors, il faut voir que c'est un plan en plusieurs étapes. Vous avez du court terme, du moyen terme, du long terme. Et donc, il faut d'abord s'intéresser au côté réaliste du court terme. De ce point de vue, oui, il offre une perspective réaliste si le Hamas l'accepte, parce que vous avez des éléments très pragmatiques. C'est du Trump tout craché. On permet au Hamas de sortir sans humiliation et de façon concrète. Les chefs du Hamas peuvent aller au Qatar, et il a fait téléphoner Netanyahou au Qatar pour s'excuser du bombardement et promettre qu'il n'y aurait pas de bombardement supplémentaire, ce qui permet de faire un asile, pourrait-on dire, pour les chefs du Hamas. Il dit, pour les autres du Hamas, amnistie et pardon pour peu qu'ils rendent leurs armes. C'est-à-dire un système assez classique, désarmement, développement, réintégration, ça va. Du côté Netanyahou. Enfin, ça va, on y reviendra. Oui, non, mais je veux dire, c'est en termes de court terme, assez cohérent. Du côté Netanyahou, il lui offre une sortie parce que ce qui intéresse Netanyahou, c'est d'avoir quelque chose de fort à annoncer le 7 octobre pour le 2e anniversaire, donc le cessez-le-feu ou la paix serait une très bonne chose après Kippour, et de permettre à Netanyahou de rester au pouvoir, qui est la chose qui intéresse le plus Netanyahou. Or, il a donc travaillé avec l'opposition israélienne et il est maintenant à peu près assuré que si la coalition change, eh bien, il y aura toujours une coalition pour Netanyahou, parce qu'il est très probable que une partie de la coalition, c'est-à-dire Ben Gvir et Smotrich, s'en aille à partir du moment où il n'y a plus annexion de la Cisjordanie et il n'y a plus écrasement total de Gaza. Mais si vous voulez que Netanyahou reste alors que une partie de sa coalition s'en va, il faut les remplacer par autre chose. Il y a donc déjà eu un travail et un certain nombre d'assurances comme quoi Netanyahou pourrait rester au pouvoir. Donc tout ça est pragmatique, réalise dans un premier temps. Encore une fois, il faut que le Hamas accepte. Je pense que le Hamas ne trouvera pas de meilleures conditions de sortie pour plus tard. Et puis, après, la perspective, elle est rassurante pour beaucoup et déstabilisante pour d'autres. C'est l'idée de la gouvernance transitoire. Avec Trump et sans doute Tony Blair. Voilà, on en parlera, mais ça, en fait, ça vient peut-être assez vite, mais dans un deuxième temps. Ce qui est réaliste, c'est la manière de concevoir le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités, parce qu'il y a une voie pour Netanyahou et il y a une voie pour le Hamas dans cette... Alors, on va rester sur le court terme dans un premier temps. Armin, précisément, est-ce que les enseignements du court terme, à ce stade, vous paraissent réalistes, sachant que, question posée sur d'éventuelles concessions qu'aurait fait Benyamin Netanyahou, qui pourraient permettre au Hamas de l'accepter en l'état? Depuis les massacres du Hamas du 7 octobre et la guerre à Gaza qui s'en est suivie, le Hamas est toujours resté sur une même ligne, à savoir la libération des otages en échange du retrait de l'armée israélienne de la totalité de l'enclave palestinienne. Si l'on se fie à cette première phase de ce plan, et c'est là la question, il est demandé au Hamas sous 72 heures de libérer la totalité des otages, les 20 qui sont encore en vie, qui seraient encore en vie, et les 25 corps. Et pendant cette période-là, il n'y a aucune garantie d'un retrait
durant cette première phase, de l'armée israélienne. Netanyahou disant à l'instant, je cite, que l'armée israélienne resterait dans la majeure partie de Gaza. Fin de citation. Alors ça, c'est la question. Donc, en fait, on demande, et c'est ce que, si l'on se fie aux premières déclarations de responsables du Hamas aux agences de presse internationales qui affirment que ce plan a été concocté par les Américains et est extrêmement favorable aux Israéliens, ça ne correspondrait pas justement à leur demande et à leurs garanties, et notamment des garanties d'un retrait israélien de la totalité de l'enclave, en sachant que si l'on se fie au plan lui-même, le retrait en 3 phases de l'armée israélienne serait lié aux futures étapes et au succès d'une démilitarisation du Hamas sous la supervision de cette nouvelle force internationale arabo-occidentale mise sur pied. Donc le degré de réalité du court terme ne peut pas aller sans celui du moyen terme, c'est ça que vous dites? Je pense que, on va dire, si l'on se met du point de vue des négociateurs du Hamas, cette question joue. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Hamas aujourd'hui est extrêmement affaibli d'un point de vue militaire, que ce plan Trump a pour effet de sortir Benjamin Netanyahou de son isolement international que l'on a constaté la semaine dernière avec quand même cette salle vide à l'ONU, et que la pression est sur le Hamas. Par ailleurs, ce plan, point de vue concret, mettrait fin à l'offensive israélienne sur la ville de Gaza et au projet d'expulsion, de départ volontaire exprimé par plusieurs membres de la coalition gouvernementale israélienne. Donc, ce serait un ouf de soulagement pour la population gazaoui, en dépit de toutes les destructions qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu chaque jour. Et ce serait une voie de sortie pour le Hamas et pour Benjamin Netanyahou, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur. Maintenant, la question clé, c'est est-ce que le Hamas sera prêt à libérer, et je vais être très cynique en disant ça, parler d'un point de vue, on va dire, Hamas, sa seule carte, qui est les derniers otages en vie, en ayant en échange ce que j'ai dit, à savoir une population épargnée qui ne serait pas expulsée et un hypothétique retrait de l'armée israélienne de l'ensemble du territoire, ce qui pour l'instant n'est pas prévu, comme l'a dit Benjamin Netanyahou. Sachant qu'il n'est pas certain que le Hamas ait vraiment à cœur les intérêts des civils palestiniens. Offert votre avis sur ce qui vient d'être dit, sur le degré de réalisme de voir un Hamas aujourd'hui accepter ce deal, donc libérer les otages en échange de la libération de prisonniers, accepter d'être désarmé et de voir ses chefs pouvoir aller vraisemblablement au Qatar en étant avec une sécurité garantie. Je pense que c'est pas anodin que ils se sont donné 72 heures pour pour arrêter la guerre et pour libérer les otages. 72 heures, c'est le début de Kippour en Israël, du grand pardon. Cette semaine, c'est la semaine du Nouvel An juif, 5876. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à vos téléspectateurs une très bonne année et qu'elle soit une année de paix et de réconciliation. Et étant donné que les Juifs vont fêter le grand pardon à partir de demain soir, moi, j'aimerais personnellement, je suis juif, je suis israélien, j'aimerais demander pardon à tous les Palestiniens innocents qui sont tombés dans cette guerre. J'aurais du mal pendant très longtemps à vivre avec, parce que je pense que ça aurait pu être évité. Que cette guerre, depuis déjà très longtemps, n'a plus aucun sens. Le Hamas n'a pas de choix. Le Hamas va accepter la proposition américaine, pas parce que c'est une proposition américaine, parce que tous les pays arabes la valisent. Donc il n'a plus où aller. Et si en plus on lui donne carte blanche pour pouvoir partir, il n'a pas de raison qu'il ne le fasse pas. En plus, le Hamas, vous savez, c'est pas une organisation organisée aujourd'hui, il n'y a plus de Hamas. C'est des petits groupes désordonnés qui de temps en temps se réveillent, tirent et tuent quelques soldats et puis repartent. Donc il n'y a pas d'organisation Hamas. Le Hamas est démantelé. La question qui se pose, c'est justement l'après-Hamas. Ce que j'ai vu hier, moi, à part le fait que j'ai appris que c'était un des plus grands projets que la civilisation humaine ait connu, ce sont les mots de Donald Trump. Oui, je n'en étais pas conscient. Ça m'a surpris. Mais il y avait beaucoup de parfum. Et le parfum, c'est bien.
Il y a une atmosphère qui a été créée. Je pense qu'il l'a créée. Il a dit, voilà, je suis déterminé à faire un grand plan, pas seulement Gaza, mais je veux que la paix en Cisjordanie. Il y a deux choses qui mobilisent Donald Trump, qui, on le voit bien, quand le président français et avec lui pas mal de pays disent on va reconnaître un État palestinien, Israël presque déclare la guerre à la France. Alors que quand le président américain le fait, M. Netanyahu l'embrasse et le remercie. Parce qu'en fin de compte, Donald Trump a dit presque les mêmes choses, hein, d'une façon un peu moins... Il a ouvert la porte à une éventuelle, un jour peut-être, reconnaissance par les États-Unis de l'État de Palestine. Oui, il le dit. Maintenant, ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est deux choses. Un, il a dit à Netanyahu, moi j'écoute l'opinion publique israélienne, pas vous. C'est les 80% des Israéliens qui appellent à la fin de la guerre et à la libération des otages qui m'ont convaincu, c'est pas vous. Ça, il le dit. La deuxième chose qu'il dit, qui est quand même importante, moi j'ai parlé avec mes partenaires, avec des superlatifs. Le patron du Qatar, c'est un homme merveilleux, l'autre c'est son meilleur ami, etc. Très bien. Et moi j'ai pas du tout mon héritage. Moi je veux un prix Nobel de la paix. Et mon héritage pour l'instant c'est les accords d'Abraham. Si l'Israël continue comme ça, un, à vouloir annexer la Cisjordanie, deux, à vouloir continuer cette guerre qui n'a plus de sens, moi les accords d'Abraham ils sont en train d'être remis en question par mes partenaires. Et ça, Monsieur Netanyahu, je vous l'autorise pas. Donc il n'y aura pas d'annexion. Alors j'écoute depuis hier l'opposition israélienne qu'a mentionné mon ami Eric, qui dit non, en fait, il n'a pas du tout parlé d'annexion. Nous, on pourra continuer tranquillement à faire notre petit truc. D'ailleurs, eux, ce qui les intéresse, les élections en Israël vont avoir lieu de façon prématurée, je suppose, au début du printemps prochain, parce que Netanyahu ne pourra pas. Il y a une crise politique qui commence et il ne pourra pas tenir le coup. L'opposition, comme le dit Eric, le soutiendra de l'extérieur dans la mesure où il va avaliser ce plan-là, mais elle ne va pas rentrer dans la coalition. Et l'extrême droite va tout faire pour rester dans cette coalition, pour pouvoir s'imbiber de maximum de moyens avant la guerre qu'il attend dans un an avec un nouveau gouvernement. Et j'ai bien peur, quand je dis de guerre, moi j'ai bien peur que cette coalition, ces éléments-là de la coalition israélienne, les extrémistes, se préparent à une guerre en Israël. Moi je ne serais pas étonné de voir une guerre civile en Israël. Ces gens-là qui vont quitter le pouvoir dans quelques mois, ils ne seront plus au pouvoir, se sont armés, se sont mobilisés, ne vont pas autoriser un État palestinien, ne vont pas vouloir qu'on démantèle des colonies, et ça sera nécessaire. Je crois qu'ils vont se défendre avec des armes. Je le crains, j'espère que j'ai tort, mais je les vois déjà aujourd'hui expliquer qu'en fait, c'est pas le gouvernement. Netanyahu a trouvé une solution. Il a dit que c'est pas le gouvernement qui va avaliser le plan qui a été remis par Donald Trump hier, mais ça va être uniquement lui. Donc pour ne pas le mettre à eux, à l'extrême droite, en porte-à-faux et leur permettre de s'en sortir la tête haute et de rester encore au pouvoir quelques mois. Mais je pense que c'est très important ce qui s'est passé hier, et je suis persuadé que la guerre se terminera dans 3 jours et les otages seront libérés. 72 heures, donc, et la deadline court depuis hier soir, heure de Washington. Éric Danon, sur ce qui vient d'être dit. Non, je suis d'accord. Je mets quand même une nuance importante sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Je pense par les États-Unis. Ils le mettent en fin de processus et ça satisfait Netanyahou, pour qui c'est une ligne rouge. Il ne veut pas d'État palestinien. Donc, on est là dans une symbolique forte où la France et d'autres ont commencé par reconnaître l'État palestinien et où Trump dit non, l'État palestinien, c'est à la fin de mon plan. C'est symboliquement très important. Et je pense que malheureusement, ceux qui ont reconnu l'État palestinien là ne seront pas dans la gouvernance prochaine de cette affaire en Palestine, parce qu'ils auront été coincés, parce que les Israéliens ne l'accepteront pas, en tout cas tant que c'est Netanyahou. Donc voilà, on est là dans un jeu de symboles, alors que Trump, lui, il fait dans le pragmatique. Il dit, c'est pas le moment de reconnaître l'État palestinien, donc je le reconnais pas. C'est le moment de sortir les otages, je vise dans 3 jours. C'est le moment de sortir le Hamas. Et pourquoi il le fait, lui, au-delà du prix Nobel de la paix? Il le fait parce que c'est son intérêt à lui, parce que la guerre commence à poser des problèmes à ses soutiens aux États-Unis. Évidemment chez les démocrates, mais même chez les républicains, et même dans sa base MAGA, il commence à avoir des problèmes parce que la guerre continue, dure trop longtemps. Donc, c'est l'intérêt de Trump
c'est une voie de sortie pour Netanyahou et une voie de sortie pour le Hamas. On est dans une mayonnaise dont on a les différents ingrédients et on va voir si elle prend. Puis on n'oublie pas qu'il s'agit aussi, selon les États-Unis, de créer peut-être une zone économique spéciale à Gaza dans laquelle les États-Unis auraient sans doute leur part à prendre. On est déjà beaucoup plus loin, pardon. Alors, si on reste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, dans la réalité, le concret du terrain, imaginons que dans les 72 heures, le Hamas accepte la proposition américaine. Imaginons, tout ça fait beaucoup de suppositions, mais qu'effectivement, l'offensive sur Gaza s'arrête si le Hamas libère les otages en contrepartie des échanges, en contrepartie la libération de prisonniers palestiniens. Imaginons. Étape 2, quid de Gaza, et donc à quoi ressemblerait déjà le territoire, qui à l'intérieur de Gaza, et quelle gouvernance sans Hamas, sans autorité palestinienne. Armin, qui serait à la tête de Gaza? Si l'on se fie au plan, et en ce sens, il reprend quand même le plan égyptien, donc validé par la Ligue arabe, et le plan franco-saoudien d'Emmanuel Macron, de Mohamed Ben Salman. On a fait un mix de plusieurs plans. Voilà. Ce serait un comité de technocrates, comité social de technocrates, de Palestiniens indépendants, qui seraient ni affiliés au Hamas ni à l'autorité palestinienne. La grande différence étant que serait à la tête, en tout cas superviserait ce plan, une sorte de comité de la paix avec à sa tête Donald Trump et Tony Blair, l'ancien envoyé spécial du quartet, le sulfureux ancien premier ministre. Le choix de Tony Blair pose un nombre de questions. En tout cas, est une symbolique extrêmement forte, près de 100 ans après la déclaration de Lord Balfour, qui a... les Anglais sont de retour. Les Anglais, peuvent être... sont de retour. Maintenant... mais encore une fois, à quel degré de réalisme a une gouvernance palestinienne indépendante avec à sa tête un bureau de la paix dirigé par Donald Trump? C'est quand même... Non, c'est plus réaliste. C'est ce sur quoi travaillent depuis quand même des mois les Égyptiens en collaboration avec leurs alliés, notamment français. Et si l'on se fie aux déclarations du Hamas, lui a affirmé, car ses dirigeants qui restent en vie ont affirmé qu'il ne serait pas intéressé par un maintien au pouvoir, en tout cas faire partie de ce comité. Ce qui est également intéressant, c'est que à l'issue, donc ce comité serait en charge de la reconstruction. Il y aurait reconstruction de toutes les infrastructures qui ont été détruites par Israël. Et ce plan, n'oublie pas non plus, au fur et à mesure de la réforme de l'autorité palestinienne, encore un point commun avec l'initiative de Macron. Ce à quoi s'est engagé Mahmoud Abbas. Exactement, serait mise sur pied et serait de retour l'autorité palestinienne, contrairement à ce qu'affirme Benyamin Netanyahou. Donc on a quand même quelque chose d'assez concret, avec un Hamas qui rendrait les armes. Reste à savoir comment il le ferait. Le seul intérêt serait justement cette amnistie présentée par ce plan et cette garantie de pouvoir quitter Gaza pour aller vers d'autres pays arabes comme par exemple le Qatar, l'Égypte ou autres. Qui n'ont pas été cités nommément hier. Ils n'ont pas été cités nommément, mais on sait que c'est en négociation. Et donc interviendrait ce comité spécial avec, et c'est ça la grande nouveauté, qui fait là encore partie d'une certaine manière du plan Macron, cette force multinationale de stabilisation qui serait composée de soldats occidentaux, mais également surtout de la part de pays arabes comme la Jordanie, comme l'Égypte, qui aurait pour mission de former une police palestinienne qui servirait justement à la sécurité de l'enclave et, in fine, en conséquence, pousserait, c'est pas le mot, mais en tout cas favoriserait le départ, encore hypothétique à ce stade, de l'armée israélienne. Mais donc la première chose sur le terrain, comme vous l'avez dit au début de votre émission, ce serait l'accord pour la libération de la totalité des otages, en échange la libération de prisonniers palestiniens, non pas de Cisjordanie, mais de la bande de Gaza. Et le Cisjordanie, 250
condamnés à mort de 6 Jordanie, d'accord. Oui, ils sont des deux côtés. Je parlais en fait des 1000 et quelques qui n'ont pas été. Voilà. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement concret. Reste à savoir, encore une fois, comme je le disais au départ, si le Hamas acceptera de se débarrasser de sa dernière, encore une fois, extrêmement cynique, carte, à savoir rendre la totalité, libérer la totalité des otages, les 20 qui restent encore en vie, si tant est qu'ils sachent exactement d'ailleurs où ils se trouvent, car on sait qu'il y a plusieurs factions palestiniennes qui en ont gardé, même enfermés et emprisonnés à Gaza, avec en échange pour l'instant pas de retrait immédiat de l'armée israélienne du territoire gazaoui. Le djihad islamique, d'ailleurs, dont on le sait qu'il a retenu des otages, qui lui a répondu à la proposition américaine, à la différence du Hamas, en disant que c'était, en accordant une fin de non-recevoir à cette proposition. Après, est-ce que c'est discours, ça peut être un affichage, voilà. Sachant que les deux mouvements sont quand même aujourd'hui extrêmement affaiblis, et que aussi bien au niveau diplomatique, cette initiative va s'ajouter à la pression militaire qui est déjà énorme sur le Hamas et peut favoriser un dénouement. Et donc, pour vous, le Hamas ne peut qu'accepter. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas, il ne peut qu'accepter. Pour l'instant, les premières déclarations du Hamas ne sont pas positives. Maintenant, vu la pression notamment internationale et justement des pays arabes, il me semble difficile d'accepter cette voie de sortie qui est quand même unique depuis maintenant au moins depuis le début de la guerre. Ofer. Moi, je retiens quand même quelque chose d'important hier, c'est que Donald Trump reprend presque mot pour mot, copier-coller de toutes les initiatives qui ont lieu ces 14-15 derniers mois, que ce soit celle du président Macron avec MBS, que ce soit celle de la Ligue arabe et de la Banque mondiale du début de mars de cette année. En faisant passer sa propre volte-face pour son initiative on dire c'est la mienne. Mm. Mais tout ce qui est dans ces 20, presque tout ce qui est dans ces 20 points, c'est des choses qui ont été dites. C'est bien qu'il les ait repris pour lui-même. C'est la seule façon d'avoir de l'influence sur Netanyahu. Donc, dans ce sens-là, je suis ravi qu'on lui ait donné envie. Maintenant, il y a autre chose qui s'est passé quand même la semaine dernière, et il n'a pas été... ça n'a pas été passé... C'est pas passé inaperçu chez Donald Trump. C'est que pour la première fois, le seul pays... dans le conseil, membre du conseil de pays permanent du membre du Conseil de sécurité qui n'accepte pas ou qui ne reconnaît pas un État palestinien, c'est les États-Unis. Jusqu'à il y a une semaine, il n'y en avait que 2. Aujourd'hui, il y en a déjà 4. Qu'avant, il n'y avait aucun pays du G7 qui reconnaissait l'État de Palestine. Aujourd'hui, il y en a 3 et bientôt 4. Donc il y a un mouvement aujourd'hui international vers la reconnaissance de l'État de Palestine, et il aura lieu, que Bibi Netanyahu le veuille, que Bibi Netanyahu ne le veuille pas, l'État de Palestine, et je ne sais pas quelle forme il aura, mais l'État de Palestine va être créé dans les 24 mois, j'en suis persuadé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a compris que le vent est en train de changer, qu'il risque d'être, pour avoir un prix Nobel, il risque d'être très isolé dans la communauté internationale, et ça, il l'a évité hier avec son plan, et c'est très bien qu'il a imposé à Netanyahu. Netanyahu, maintenant, devra manœuvrer politiquement en Israël, ça va être très, très difficile pour lui. Mais permettez-moi encore un élément. Moi, je suis vraiment persuadé que s'ils savent où ils sont, et s'ils peuvent vraiment to deliver, le Hamas va libérer le peu d'otages, malheureusement, qui sont en vie, et les dépouilles, les 32 dépouilles qu'ils détiennent, ils les ont vraiment. Et je suis persuadé que cette guerre va se terminer après-demain. Mais la question qui se pose par la suite, je ne crois pas que les Américains, le fait que lui, il veut être chairman du board, et qu'il a amené son copain Tony Blair, et qu'il a ramené son beau-fils Kushner dans le truc, avec tout le respect que je lui dois, pour l'instant, c'est l'économie israélienne dépend de l'économie européenne, l'économie palestinienne dépend de la bonne volonté européenne. J'ai vu pour la première fois depuis très longtemps une Europe plus ou moins mobilisée ces dernières semaines. Je crois que les Européens vont avoir des choses à dire et vont pas laisser M. Donald Trump gérer les choses tout seul. Juste pour qu'on comprenne bien votre point, Ofer, vous êtes optimiste sur ce plateau ce matin. C'est vrai que ça vous correspond, l'optimisme, parce que vous pensez que le Hamas ne peut pas refuser, qu'il va libérer les otages et que dans le court terme, la guerre va s'arrêter. C'est ça votre point? Oui, et sur les 250 prisonniers qui ne sont pas ceux qui ont été pris en prisonnier depuis le début de la guerre, ce qui est intéressant, il y a des prisonniers lourds. Moi, je pense et j'espère que ça serait une bonne chose pour les Palestiniens. Des prisonniers lourds sont des prisonniers palestiniens qui ont été condamnés pour terrorisme. Et à des peines de vie. Condamnés à mort. Condamnés à mort. Oui, oui.
Condamné à la prison. Non, pas de mort. Condamné à la prison à vie, pardon. Perpétuité. Moi, ce que j'espère, ce serait une bonne chose aussi, que Marwan Barghouti fasse son parti. Marwan Barghouti étant dans les geôles israéliennes depuis 26 plusieurs décennies, voilà, et considéré par certains comme étant peut-être... Il peut réunir, il peut mobiliser. Maintenant, pardon de reposer les mêmes questions, mais Benyamin Netanyahou, le redisant encore ces dernières heures, qu'il ne souhaite pas à terme un État palestinien, que l'armée israélienne restera dans la majeure partie de Gaza, je vous repose la question, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce plan est vraiment réaliste en l'état? Oui, parce que il est compatible avec le fait que Netanyahou ne veut pas d'État palestinien tout de suite. Et en gros... Eric, oui. Tu sais très bien qu'il a voulu à un moment donné. Mais il y a très longtemps. Oui, je veux dire, les gens changent dans tous les partis, d'ailleurs y compris en France. Mais non, c'était une espèce de ligne rouge que Netanyahou ne pouvait pas franchir. Donc, Trump, assez astucieusement, le reporte à une échéance non prévisible. Offert dit 2 ans, je pense que ça prendra plus de temps, mais peu importe. Donc ça, c'est réaliste. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec les Israéliens, là où ceux qui ont dit « je reconnais un État palestinien » ne peuvent plus travailler avec les Israéliens, ou en tout cas pas avec Netanyahou. Après, sur la question de l'évacuation du Hamas, bien sûr, le Hamas peut toujours avoir une action suicidaire, au sens où il suiciderait les Gazaouis qu'il mettrait en avant pour que Netanyahou finisse le travail. Le changement par rapport à la situation d'avant, c'est qu'il est maintenant, le Hamas est isolé sur le plan international et que il sait que s'il n'est pas d'accord avec, s'il n'accepte pas le plan, il va être considéré comme le fautif, c'est-à-dire comme le coupable de cette histoire. Si il n'y avait pas ce plan, le fait que Netanyahou continue sur Gaza faisait de Netanyahou le coupable. Là, si maintenant qu'il y a ce plan, le Hamas ne l'accepte pas, il y a un renversement. On n'a que faire de passer pour le fautif de l'histoire. Alors, le Hamas est mort. Oui, mais c'est important. L'idéologie restera. Ce qui reste du Hamas, on a oui, que mais faire c'est important. C'est important pour l'idéologie et pour les anciens soutiens. C'est important pour le Qatar, mais c'est aussi important pour l'Iran. Donc, quand on dit il va y avoir sortie du Hamas, il faut aussi voir que l'Iran regarde tout ça avec la plus grande attention et il faut les amadouer pour éventuellement que l'Iran récupère des gens du Hamas. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'envoi d'otages et de prisonniers, vers Téhéran, plus d'une centaine expédiés vers Téhéran comme signal à la fois de... on vous prend en considération dans cette histoire, on sait que vous êtes derrière un certain nombre de vos proxys, et on le prend en compte. C'est là que le pragmatisme américain joue pleinement. On ne fait pas de l'idéologie, on essaye d'enlever les obstacles à ce qui pourrait faire un cessez-le-feu. C'est pour ça que... Il a appelé les Iraniens à se joindre à cette dynamique, je suis ravi d'ailleurs. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour Trump, fondamentalement, celui qui n'est plus un ennemi doit devenir un partenaire. Ça vous explique une bonne partie de son attitude vis-à-vis des Russes. Oui, ce qui est vrai un lundi soir peut être démenti exactement. Par ailleurs. Et donc, maintenant que, on ne va pas rentrer dans l'affaire iranienne, mais les sanctions se remettent en place, Trump va essayer, là encore, de jouer sa carte pour utiliser l'Iran et ne pas couper l'Iran, par exemple, et le Qatar. Donc c'est un jeu assez subtil, très compliqué, très horlogerie fine. Et pour le moment, nous, on voit juste le cessez-le-feu et la libération des otages. Tout ça est très bien, le désarmement du Hamas. Il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent derrière et qui vont jouer à moyen long terme. C'est une autre étape. Moi, je crois que le Hamas... Pardon. Armin, oui. Ouais.
Alors, j'aimerais juste dire plusieurs choses. Tout d'abord, en ce qui concerne le charter d'Iraniens, c'est avant tout des réfugiés iraniens. D'ailleurs, ce qui pose question, ce qui alarme beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui vont être envoyés à Téhéran, peut-être parmi eux des opposants qui seraient en danger en Iran. J'aimerais revenir donc sur votre question. Déjà, les superlatifs utilisés par Trump sont extrêmement intéressants, non pas parce qu'on est habitué à ces éloges, mais plutôt parce qu'il témoigne en fait de son investissement personnel extrêmement important dans cette affaire, ce qui explique pourquoi Netanyahou, il y a plein de choses qu'il n'a pas pu lui refuser. Deuxième chose, ce qui est très intéressant, c'est que Netanyahou, lui, bien sûr, sans surprise, y compris dans la conférence de presse, rejette toute idée d'État palestinien, ni même d'autorité palestinienne, alors que l'autorité palestinienne figure, le mot autorité palestinienne figure dans ce plan, à l'issue d'un long processus, certes, mais elle y figure. Donc, en résumé, ce plan aujourd'hui proposé par Donald Trump, qui suit l'initiative franco-saoudienne d'Emmanuel Macron, permet à tout le monde de sortir de Gaza la tête haute. Au Hamas, s'il l'accepte, à Benyamin Netanyahou, dont on sait qu'il était dans une impasse terrible, en tout cas c'est l'aveu de beaucoup de diplomates français qui suivent la question, et permet de proclamer à sa base, Benyamin Netanyahou, qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et ceci d'autant plus que si l'on se fie aux détails de ce plan, il est écrit à l'intérieur qu'il n'y aura pas d'annexion, mais d'annexion israélienne de Gaza, et pas d'annexion de la Cisjordanie. Alors, j'aimerais bien qu'on y vienne. Et pendant ce temps, en Cisjordanie, encore davantage. Alors ça a commencé depuis la mise sur pied de ce gouvernement extrémiste en Israël en décembre 2022, avec à l'intérieur, en tant que ministre, de nombreux colons, dont Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation, au lendemain des massacres du 7 octobre, d'étouffement de ce territoire palestinien qui est censé être le futur État, avec plus de 1000 checkpoints, avec une colonisation qui augmente, 500 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est, et surtout les représailles qui n'ont pas dit leur nom depuis la reconnaissance internationale par la France, c'est que le principal point de passage, le pont Allenby de la Jordanie à la Cisjordanie, a été fermé, si bien qu'aujourd'hui le territoire est totalement étouffé, encerclé, et je vois mal aujourd'hui qui vise aussi à couper effectivement, la Cisjordanie, et on voit mal aujourd'hui, alors si tant est qu'on ne sait pas combien de temps son gouvernement va tenir, mais Benyamin Netanyahou renoncer à cette affaire, surtout qu'aujourd'hui, dans les faits, on est quand même dans une annexion de facto, qui aurait pu devenir une annexion de juré. C'est justement le levier sur lequel jouent les Israéliens. Un mot offert de la Cisjordanie. Alors, le plan d'hier parlait de Gaza principalement, mais les deux ne sont pas dissociables. L'heure de vérité est arrivée. À peine évoqué la Cisjordanie. L'heure de vérité, si ça a été évoqué, puisqu'il a dit qu'il n'y aura pas d'annexion. L'heure de vérité est arrivée. On ne va pas laisser les colons se foutre de la communauté internationale et se foutre de nous. Je pense que si ça continue, il y aura des sanctions très dures et tout à fait méritées et tout à fait justifiées de la part de la communauté internationale, y compris des Américains. Il y en a déjà eu des résolutions. Non. Monsieur Bonchi, 500 000, aucun homme politique israélien est en mesure de leur dire de partir. Aucun homme politique israélien aujourd'hui est capable de faire la paix avec les Palestiniens. C'est pour ça que je pense que c'est le rôle de la communauté internationale aujourd'hui de dicter une feuille de route, de les mettre sur la table, de dire on en a marre. Le Moyen-Orient est très important pour nous, l'Europe surtout géopolitiquement, parce que c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie, et c'est là-bas que les choses se passent au XXIe siècle, et donc vous arrêtez de vous bagarrer. Il se passe des choses intéressantes. Je pense que l'Iran n'a plus le pouvoir qu'elle avait. Le Hamas est mort, le Hezbollah est mort, leur idéologie, non. Il va falloir s'attaquer à leur idéologie. En attendant, la réalité du terrain en Cisjordanie... La réalité du terrain, c'est que ces gens-là ne pourront plus faire ce qu'ils... Oui, ils vont continuer, mais on ne va pas les laisser. Cette fois-ci, on va être ferme, on va être décidé à ne pas les laisser être des pyromanes et remettre du feu dans la région. Les Américains sont avec les Européens sur ce truc-là. Ils ne vont pas les laisser tuer les accords d'Abraham dont il est tellement fier. Donc moi, je suis sûr que cette fois-ci, on va être déterminé à ne pas laisser les extrémistes, ni de part ni de l'autre, dicter leur volonté à la majorité des Palestiniens, à la majorité des Israéliens. Nous sommes déterminés. Je suis persuadé que des actions concrètes seront prises contre eux.
Éric Danon, vous qui connaissez particulièrement bien la société israélienne pour y avoir travaillé pendant plusieurs années en tant qu'ambassadeur de France. Permettez-moi de dire, un excellent ambassadeur de France. Un excellent ambassadeur de France. On sait que la société israélienne veut la fin de la guerre, d'abord pour la libération des otages, bien sûr. Est-ce que le plan tel qu'il est présenté hier, qui offre-t-il, d'un point de vue de la société civile israélienne, des garanties de sécurité suffisantes pour qu'il soit acceptable à moyen-long terme? Ça, on prouvera, je dirais, le mouvement en marchant. Ce qui est sûr, c'est que la société civile israélienne, comme vous dites, est très divisée. Jamais le pays a été autant clivé, et Hofer parlait tout à l'heure de la possibilité d'un véritable affrontement à l'intérieur même d'Israël. Le danger n'était possible. J'ai vu effectivement des radicalisations des deux côtés, pourrait-on dire. En fait, dès le début, Netanyahou, après le 7 octobre, a mis la société israélienne dans un dilemme impossible, parce qu'il a mis sur le même plan la récupération des otages et l'écrasement du Hamas. Et donc, il a joué sur les deux tableaux. Et puis, vous aviez d'un côté ceux qui disaient la priorité, ce sont les otages, le Hamas, on verra après, contre d'autres qui disaient c'est le Hamas d'abord et les otages, ça viendra après. Et la société s'est divisée autour de ça, mais très fortement, parce que la symbolique des otages est extrêmement puissante. Les otages qui ont gagné, c'est pas le Hamas. Les extrémistes d'extrême droite qui disent nous, ce qui nous intéresse, c'est le Hamas, c'est pas les otages, mais c'est 80% de la population israélienne qui a dit non. Oui. Nous, on veut les otages. Oui, mais il n'empêche que, au bout du compte, il y a eu une radicalisation du gouvernement israélien en faveur des otages. La bascule, c'est au moment où sont rendus les enfants Bibas. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déchaînement, j'allais dire de violence, du gouvernement israélien vis-à-vis des Gazaouis et des Palestiniens en Cisjordanie. Un mouvement interne à la société civile israélienne disant « pas en mon nom, on ne vous suit pas là-dessus » et attaquant le gouvernement, et notamment Ben Gvir et Smotrich, les deux extrémistes religieux et d'extrême droite, sur le thème non seulement vous faites du mal à Israël... Il faut leur interdire l'entrée en France. Oui, non seulement vous faites du mal à Israël, mais vous faites du mal au judaïsme. Et ça, c'était encore plus fort à l'intérieur. Voilà. Et donc, à partir de là, la situation... Netanyahou, d'habitude, il arrive toujours à retomber sur ses pieds. On va voir comment il retombe sur ses pieds devant cette situation. Mais quelque chose a changé. C'est que, quand moi, par exemple, je suis parti avant le 7 octobre, vous aviez à peu près 30% des Israéliens qui ne voulaient pas d'un État palestinien ou de la solution à deux États. Aujourd'hui, vous en avez au moins 60 ou 70 qui ne veulent pas d'État palestinien. Non, il y a un sondage intéressant de la semaine dernière. Non, mais peut-être que ça va changer avec un autre leadership. Non, s'il y a la paix, on va voir. 54% disent oui à un État palestinien à condition que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël. Donc oui, déjà... alors après, il y a un jeu diplomatique derrière ça. Il n'empêche que vous avez de la déradicalisation à faire du côté palestinien, et vous en avez aussi à faire du côté israélien. Oui, justement, par rapport à ça, c'est vrai il y a eu une séquence qui a commencé même avant le 7 octobre de contestation de Benyamin Netanyahou, au départ en raison de la réforme ou coup d'État judiciaire entamé par le Premier ministre israélien, ensuite pour la libération des otages quand il est apparu que ce n'était pas la priorité du Premier ministre israélien. Le souci, le problème, et on verra si, je l'espère, un cessez-le-feu et la fin de la guerre est proclamée, s'il y aura toujours des manifestants en Israël une fois que la totalité des otages sera libérée. Il faut savoir quand même que dans ces manifestations, on a vu des manifestants, notamment à Tel Aviv, israéliens, libéraux, de gauche, réclamer la fin du massacre que certains appellent génocide à Gaza, mais ça ne fait pas
l'unanimité. La prouesse, et je mets des guillemets, de Benyamin Netanyahou a été de réussir pendant 25 ans à faire disparaître la question palestinienne du quotidien des Israéliens. À savoir que, en transformant ce conflit en conflit de faible intensité, les Israéliens ont oublié qu'il y avait de l'autre côté du mur, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, les Palestiniens. La clé sera pour les Palestiniens, pour les Israéliens, de comprendre que seul un État palestinien, seule une solution politique et diplomatique permettra d'avoir véritablement la paix entre les deux peuples. Est-ce que Netanyahou aurait accepté un plan ou validé un plan qui porterait en son sein sa propre disparition politique sur le court terme? Il vient de le faire. Il vient de le faire et je vais vous dire pourquoi. En quelques mots. N'oublions pas qu'avant le 7 octobre, il y avait déjà des centaines de milliers d'Israéliens qui étaient dans les rues d'une façon permanente parce qu'ils ne voulaient pas le changement de régime que Netanyahou et son gouvernement voulaient. Je vous garantis qu'ils continueront à aller dans les rues pour demander une commission d'enquête. On veut savoir ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce à quoi il s'est toujours refusé jusqu'ici. Voilà, donc ils continueront à aller dans les rues. Le Proche-Orient change dans la bonne direction. Il se passe, les Libanais ont repris leur souveraineté. Les Syriens négocient avec Israël des accords de sécurité. Le président Abbas a souhaité la bonne année en hébreu aux Israéliens en leur disant « je vous reconnais » pour les réconforter. Le Qatar et Netanyahou se sont parlé hier pour Netanyahou, pour une fois, devenir un peu humble et s'excuser pour quelque chose donc on va dans la bonne direction. Moi, je veux voir les otages revenir à la maison et je veux voir la fin de la guerre à Gaza. Et après, on construira l'avenir. Je pense qu'on peut le faire. Ça va être long, ça va être dur, mais on va le faire. On va s'arrêter une fois n'est pas coutume sur votre optimisme, Ofer Bronstein. Merci infiniment à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité.